Bon, comme tu veux, Michel. Bon, écoute, je suis venu. Bon, apparemment, je fais la journée continue, là. Donc, je représide un peu à la hussarde, je dois dire. Et je passe la parole, du coup, je n'ai même pas le programme sous les yeux. C'est toi, Jean-Charles? Ouais, c'est moi. Donc, à Jean-Charles Buttier, qui va nous parler des programmes scolaires, enfin, des éléments de la morale républicaine. Et puis, je te laisse la suite, comme ça, j'ai le temps de réviser. Merci. Merci. Vous m'entendez? Non. Normalement, ils sont censés très bien. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup. Merci au comité d'organisation. Merci au comité scientifique. Et merci à toutes celles et ceux qui me permettent d'être là pour vous parler des éléments de morale républicaine. Et je suis vraiment très heureux d'être dans ce lieu quand même assez magique pour parler de telles choses, d'autant plus que j'ai pu profiter en étant dans la salle de la vue, et je ne sais pas tous les jours qu'on peut parler de morale républicaine sous un dais tricolore porté par des poutiniers républicains, en fait. Avec un Hercule avec sa massue. Mais on est vraiment... Moi, j'ai plus focalisé sur les petits poutiniers qui me faisaient penser peut-être à des petits angelots républicains. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous parler donc, de ce qu'on a dénommé les éléments de morale républicaine, donc avec cette illustration donc, de couverture entre guillemets de mon diaporama qui présente ce qu'on appelle la 8e classe. Alors la 8e classe de quoi? C'est la 8e classe du concours de l'an 2, qui a été évoquée par Michel justement dans son rapport, concours lancé en l'an 2, pour encourager la rédaction donc, de manuels élémentaires. Donc là, je vous mets la totalité de la pièce qui est conservée à la BNF. Donc si ça vous intéresse d'aller voir les autres ouvrages primés, donc pièce de l'an 4, eh bien, elle est disponible sur Gallica. Alors, donc cette expression, comme je disais, d'éléments de morale républicaine, elle a été employée en fait pour désigner une classe de ce concours lancé donc en l'an 2 à l'issue, suite à un rapport de Grégoire dont je vous parlerai un peu plus loin. Et comme je l'ai dit, le document date de l'an 4. Donc on voit que le temps a filé entre le moment où ce concours a été lancé et le moment où les résultats ont été proclamés. Donc notamment, il y a eu un changement de régime entre les deux. Et la question que je voudrais discuter avec vous ici, c'est la suivante. Donc, quel fut le projet de fondation morale du régime républicain par le biais de l'éducation? Alors, pour traiter de cette question, donc à partir d'un corpus que je vais vous présenter donc dans un premier temps, je voudrais questionner dans un premier temps je voudrais vraiment me demander comment on fonde moralement une république. Ça, c'est un premier point. Sachant que cette morale républicaine a des contours flous. Et enfin, j'essaierai de montrer qu'il y a eu même l'existence de morale républicaine concurrente. Voilà. J'ai remarqué que cet ouvrage il y avait une pile de cet ouvrage sur la table de la serre, et ouvrage donc qui, pour moi, est un jalon majeur donc, dans l'histoire en fait, de la citoyenneté révolutionnaire républicaine et qui, en plus, constitue les actes d'un colloque qui s'est tenu dans ces murs, alors en 2004, auquel je n'ai malheureusement pas participé, ni pour écouter, ni pour communiquer, bien sûr. Mais je dirais que ça renforce le fait que je sois particulièrement heureux d'être ici pour parler donc, de cette question. Et dans ces actes, dans cet ouvrage, vous trouverez donc un article introductif de Bronislaw Baszko, qui a été mentionné par Anthony tout à l'heure, qui tente de dresser une typologie en fait, des formes de citoyenneté républicaine en opposant de façon peut-être classique ce qu'il dénomme l'homme révolutionnaire par rapport à un modèle plus rationaliste et individualiste. Donc on retrouve les catégories, l'opposition assez classique en histoire de l'école révolutionnaire entre Le Pelletier et Condorcet, en gros. Pour faire vite. Et j'essaierai de partir de ces jalons-là. Et pour vous dire que je pars justement donc de l'historiographie,
puisque pour vous dire un peu d'où je parle, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler sur ce corpus de textes qu'on appelle des catéchismes républicains. Donc vous avez vu que le premier ouvrage qui a été donc primé, c'était un catéchisme républicain. Et ensuite, dans un deuxième temps, dans l'équivalent de recherche postdoctorale, j'ai travaillé un peu sur l'historiographie de cette histoire de l'éducation révolutionnaire à travers un personnage qui est James Guillaume. Historien donc de l'école révolutionnaire au moment du centenaire. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc, la question qui se pose est comment fonder moralement une république. Donc, question particulièrement d'actualité encore aujourd'hui, d'autant plus que depuis 2015, nous avons des programmes d'enseignement moral et civique. Donc, je rappelle que l'enseignement moral qui avait disparu au tournant des années 60-70 est réapparu en 2008 en primaire, à l'époque sous le ministre Darcos, et puis donc est revenu dans l'enseignement secondaire en 2015 sous la nouvelle appellation d'enseignement moral et civique. Donc la question, est-ce que l'EMC correspond à l'héritage des éléments de morale républicaine? Bon. Alors, pour contextualiser un petit peu les sources que je vais vous présenter, parce que je vais essentiellement vous présenter donc des sources issues de mon corpus de catéchisme républicain. Quand je dis républicain, je fais un peu vite, puisque j'ai travaillé sur un genre en doctorat qui s'appelle le genre du catéchisme politique, donc pas uniquement républicain, mais cet histogramme présentant en fait mon corpus, qui correspond à un peu plus de 800 livres, avec réédition. Hein, oui, voilà ça. J'ai l'habitude de fonctionner sur un seul ordi. Merci. Vous voyez apparaître donc les trois moments républicains, on va dire, du 19e siècle, puisque là vous avez, alors vous ne pouvez pas lire les dates évidemment, mais chaque pic correspond en gros aux trois moments de fondation, refondation donc de la République en France. Alors, le moment qui va particulièrement m'intéresser, c'est le premier, donc c'est évidemment le moment révolutionnaire. Donc en fait, le plus grand pic, ça correspond à l'an 2. Et je change pour vous montrer cette fois-ci donc les ouvrages à usage scolaire, donc destinés spécifiquement à être utilisés dans les classes. Et là, vous voyez que en fait, c'est une production qui est quasiment exclusivement révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est au moment de la Révolution française que les catéchismes sont destinés à un usage proprement, à être des manuels scolaires. Ok, alors, cette littérature n'est pas apparue avec la Révolution française, puisqu'on trouve avant même 1789 quelques prémices d'un projet d'élémentation d'une morale qui n'est pas encore républicaine, évidemment, mais d'une morale civique. Et par exemple, donc là, je vous présente donc un catéchisme qui date de 1790, mais qui fait référence à un concours qui a été lancé en 1781, qui proposait donc de faire rédiger donc un catéchisme de morale à la portée des enfants qui apprennent à lire et qui ne soit pas fondé sur la religion. Donc, dans les années 1770, se produit donc un mouvement d'élémentation des savoirs, un moment de vulgarisation, de diffusion, qui passe notamment par cette mise en question-réponse qui est conçue comme une bonne façon, une façon qui a fait ses preuves depuis au moins les deux réformes, donc de transmettre des savoirs. Et au moment où la Révolution donc éclate, eh bien, on peut percevoir dans les projets politiques autour de l'instruction publique que ce processus d'élémentation et donc de vulgarisation de savoir a infusé, à tel point que Talleyrand suggère en 1791 déjà d'organiser un concours pour rédiger des manuels élémentaires. On a beaucoup parlé de Condorcet aujourd'hui, donc je cite le projet de Condorcet qui lui aussi donc, demande à ce qu'on compose des livres élémentaires pour diffuser donc, les progrès de la science. Dans le plan de Le Pelletier de Saint-Fargeau, eh bien, il évoquait cette fois-ci un concours, donc on voit qu'on retrouve aussi l'idée que faire appel à la nation et à toutes les bonnes volontés est perçu comme étant tout à fait bénéfique pour
cette production. Donc, et l'idée sera de récompenser l'auteur qui aura bien mérité de la patrie. Et l'article 1 du décret Bouquier, donc du 29 Brumaire en 2, précise que le comité d'instruction publique doit présenter à la Convention les livres élémentaires, je cite, des connaissances absolument nécessaires pour former les citoyens, en sachant que parmi ces connaissances, vous voyez qu'il y a évidemment donc, les droits de l'homme, la Constitution, mais aussi le tableau des actions héroïques ou vertueuses, dont on aura l'occasion de parler juste après. Alors, pour expliquer ce que j'entends sous le terme d'élémentation, puisque c'est un terme qui n'est pas d'un usage, on va dire, courant encore aujourd'hui. Donc, les éléments sont conçus comme, je dirais, le moyen de transmission, le moyen donc, de vulgarisation le plus efficace pour former rapidement donc, une nation éclairée. Et ça passe par un processus de simplification. Donc on voit que ça rejoint les termes de vulgarisation. Et donc là, je cite par exemple un catéchisme de l'an 2 qui s'appelle Éléments, qui a été présenté à un concours, comme l'indique la mention donc, manuscrite qui se trouve au-dessus. Et l'auteur donc, précise qu'il a simplifié. Il y a une logique donc, de simplification. Alors, je fais un petit saut chronologique pour vous montrer qu'il y a une continuité par rapport à ça, en vous présentant cette fois-ci donc, un texte qui date de l'an 8, donc je parcours un peu le spectre chronologique. Donc c'est un traité élémentaire qui est de la plume de Géruzès, qui, pour le coup, lui est un ouvrage qui a une caution officielle, donc c'est un manuel officiel, comme l'indique la mention signée de Quinet, donc qui est présentée à côté. Et donc, pour expliquer ce que cet auteur, qui est connu pour ses grammaires notamment, explique par l'élémentation, eh bien, il note que on ne peut rendre, je cite, trop simple, trop élémentaire, trop intelligible une science nouvelle et presque inconnue. L'idée, c'est qu'il y a toujours nécessité d'élémenter. Et la meilleure solution, c'est de la réduire en un certain nombre de demandes et de réponses. Voilà. Alors, juste pour évacuer cette question, pour traiter de cette question, comme vous l'avez vu donc, dans le décret Bouquier, un recueil donc, des actions héroïques et civiques est prévu pour servir à l'édification morale donc, des jeunes républicaines et républicains. Et donc voilà à quoi ressemblait donc, le premier volume donc, de ce recueil donc, par Bourdon. Et donc si on regarde un petit peu le paratexte, comme on dit, de ce recueil des actions héroïques, donc, qui est l'héritage des exemplats donc, classiques, eh bien, on trouve dans cette citation, dans cette note, pardon, l'idée que là encore la Convention vise à donner, je cite, à tous les jeunes un livre élémentaire de morale. Qui va se substituer au catéchisme? Donc ça veut dire que, alors même qu'on diffuse et qu'on reconnaît que la forme catéchistique est la plus pertinente pour former moralement et républicainement les élèves, eh bien, on veut substituer une littérature élémentaire à une autre, celle des catéchistes, des livres bleus, dont on obscurcissait l'imagination, etc. Ça, vous savez de quoi on parle. Alors, tout à l'heure, Anne de Mathan a évoqué, alors je ne veux pas me tromper dans la formule, l'histoire sédimentée de la République. Enfin, voilà, voilà. Et je voudrais un petit peu évoquer l'histoire, la sédimentation de l'historiographie de l'école vue par les Républicains, en vous présentant donc un outil majeur pour écrire cette histoire, qui représente donc les procès-verbaux des comités d'instruction publique. Et je vais juste faire très vite, mais ça m'importe beaucoup de vous parler de ça, puisque cette source qui correspond à l'édition donc, des débats au sein des comités d'instruction publique ont été donc,
édité, donc là, la présentation, enfin, la version que je vous donne, c'est celle qui a été donc dirigée par Josiane Boulagayoub dans les années 1990. Donc là, en fait, je vous ai mis le rapport, le fameux rapport de Grégoire qui appelle à lancer un concours pour encourager donc la rédaction de ces ouvrages, voilà. Mais cette version est donc déjà donc une réédition d'un texte plus ancien qui date donc du premier centenaire. Alors, je me fonde justement sur les travaux de Josiane Boulagayoub et notamment de ce colloque majeur Former un nouveau peuple dont l'ouvrage suivant est tiré, et qui parle du corpus Guillaume. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le corpus Guillaume? Donc là, je fais un petit détour par l'historiographie. Eh bien, c'est justement le travail de James Guillaume, qui était donc historien donc, de l'école révolutionnaire au moment du centenaire, et qui a édité les procès-verbaux des comités d'instruction publique. Et nous, historiennes et historiens de l'école aujourd'hui, nous sommes encore tributaires donc, de cette histoire républicaine donc, de l'école de la Révolution, qui remonte au moins donc, à cette époque, à l'époque du centenaire. Donc, vous avez ici donc, les couvertures donc, de ces procès-verbaux qui ont été édités entre 1889 et 1907. Et pourquoi est-ce que je vous parle donc, de James Guillaume? C'est que James Guillaume a participé également à un dictionnaire qui est le dictionnaire donc, de pédagogie et d'instruction primaire qui a été dirigé en fait, par Ferdinand Buisson, mais qui a été largement aussi coécrit par James Guillaume. Et c'est dans les pages de ce dictionnaire, destiné donc aux instituteurs et institutrices de la Troisième République, que s'écrit l'histoire républicaine de l'école de la Révolution française. Et pour preuve, cette citation donc, Dollard dans la Révolution française donc, en 1911, qui, à l'occasion de la sortie de la réédition donc, de ce dictionnaire sous le titre de Nouveau dictionnaire de la Révolution, Nouveau dictionnaire d'instruction publique, donc, rappelle l'apport donc, de James Guillaume à cette histoire, notamment par l'édition des recueils des actes du comité d'instruction publique. Voilà. Donc il y a une porosité entre l'histoire, on va dire, scolaire de l'école révolutionnaire et l'histoire donc, de la Révolution. Et d'ailleurs, James Guillaume était aussi secrétaire de la Société pour l'histoire de la Révolution française, donc ce qui explique cela. Bon, alors, je vais passer maintenant, parce que le temps file, à quelques sources que je voulais vous présenter. Alors, donc, je vous ai dit que vous avez ici donc une pièce qui traduit, donc, qui reflète les résultats donc, de ce concours. Donc, résultat donc, qui promeut donc, en premier un catéchisme républicain. Donc, vous voyez donc l'impression est prévue et donc il y a même un prix qui est décerné à son auteur, qui est donc Jean-Baptiste qui est Poisson de la Chabossière. Voilà. Et cet ouvrage, le voici. Donc, dans sa version donc, de l'an 4, puisque l'ouvrage à l'origine est de l'an 2, eh bien, reproduit donc l'avis, la décision donc, du jury des livres élémentaires, donc confirmée par le comité d'instruction publique, donc de l'an 4. Donc on voit qu'il y a une forme d'institutionnalisation, je dirais, d'une littérature, d'une pédagogie qui se présente de la façon suivante, donc des questions et des réponses, et en l'occurrence, là, les réponses sont des 4. Bon. Alors, ce que je voulais en fait souligner dans cet ouvrage qui s'inscrit dans une tradition qui remonte à Pibrac, qui remonte au XVIe siècle, c'est que la première qui est « Qui es-tu ?», eh bien, la Chabossière a ajouté une note dans cette édition de l'an 4 qui est la suivante. Eh bien, finalement, en répondant à la question « Qui es-tu ?», l'idée, c'est de graver, je cite, dans le cœur du républicain la haine de l'esclavage et par conséquence des rois. Ainsi, dès la première question, l'enfant, c'est presque la constitution républicaine. Donc, finalement, la réponse à la question toute simple, donc qui es-tu, doit former un tableau de la République. Ce catéchisme s'inscrit donc dans une tradition, dans une littérature qui n'emploie pas toujours le terme de catéchisme, mais on retrouve en
en l'occurrence le terme élémentaire dans les titres, donc ce qui montre l'importance de cette notion d'élémentation. Donc là, c'est un autre ouvrage qui a été primé en l'an 4, les instructions élémentaires sur la morale, donc de Bullard, qui reprend, donc là aussi, qui cite le rapport du jury, et qui, cette fois-ci, donc présente une autre version donc, je dirais du programme moral de la République. Là, cette fois-ci, c'est qu'on part de la définition même de la morale. Et la morale est définie comme une science. En l'occurrence, c'est quelque chose qui est assez fréquent, donc je l'ai trouvé dans d'autres textes. Ici, par exemple, c'est celui-ci. Ouais, non, c'était celui-ci. Voilà. Donc, dans un catéchisme moral et républicain, donc c'était en l'an 2 en l'occurrence, on voit que la morale est définie comme une science, la science des rapports qui subsistent entre les hommes. Bon. Alors, le problème qui se pose, donc c'était la question, c'était la suivante, il y a des contours flous de cette morale, puisque d'un côté, on voit la réponse à la question qui est tue, de l'autre, qu'est-ce que la morale française? Donc l'idée de la morale, c'est une science qui peut s'élémenter, mais d'un autre côté, on peut avoir donc des restes donc, de religiosité, et ça se retrouve par exemple dans deux textes que je trouve particulièrement intéressants, puisqu'ils sont du même auteur, c'est Thiebaud qui écrit à la fois un catéchisme des enfants et aussi un catéchisme donc, des adolescents. Et dans le catéchisme des adolescents, qui traite de la politique, qui vise à vulgariser donc, la notion de politique, et bien cette fois-ci, c'est l'idée que c'est la politique même qui peut être conçue comme une science, et c'est l'art du gouvernement, et donc dans ces cas-là, on peut élémenter, on peut, je dirais, vulgariser donc, cette notion même comme la morale. Donc, voilà. Et par rapport à cette notion de concurrence que j'ai évoquée tout à l'heure, la question se pose au moment où il s'agit donc de vulgariser, d'élémenter, de questionner la Déclaration des droits de l'homme. Et par exemple, là, vous voyez donc un extrait d'un ouvrage qui s'appelle « Principes élémentaires d'éducation républicaine », qui reproduit donc la Déclaration des droits donc, de l'an 1, donc de 1793, et qui reproduit notamment donc, l'article 35. Donc on voit une pédagogie catéchistique qui est considérée comme dogmatique, avec notre regard peut-être contemporain, mais qui vulgarise l'idée qu'on peut se révolter, s'insurger. Donc on a bien, je dirais, une forme d'injonction paradoxale, puisqu'il faut apprendre par cœur à se révolter. Ce qui mériterait donc d'être questionné dans le contexte très contemporain, il me semble. Ah oui, alors je voulais aussi faire une petite parenthèse par rapport aux illustrations, parce que c'était le dé qui me faisait penser à ça. Ces ouvrages sont très rarement illustrés, et les illustrations sont souvent surimposées au texte, donc il n'y a pas un programme, je dirais, didactique, pour parler contemporain, directement lié au texte. Il y a quelques catéchismes qui sont illustrés, donc voilà, je voulais vous les présenter. Donc, on a évoqué tout à l'heure la mère nourricière. Ensuite, oui, voilà, en pensant aussi à l'arbre de la liberté, donc il me semble, je parle sous le contrôle de Niels, que nous avons ici une belle représentation d'un arbre de la liberté, en plus représenté devant donc, le Prytanée français. Donc, alors oui, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que là, l'ouvrage s'intitule « Syllabaire nouveau ». Donc c'est un ABC républicain, mais qui aussi prend la forme, il y a une succession de questions-réponses. Enfin, c'est un ouvrage composite et qui reprend le catéchisme de Saint-Lambert. Donc on voit d'ailleurs que des textes qui ont été produits avant même la Révolution peuvent être reproduits à l'époque révolutionnaire dans un but nouveau. Bon, alors... question qui me taraude un petit peu, c'est cette multiplicité donc, des morales concurrentes. Alors pourquoi j'évoque cette question-là? Eh bien, c'est lié à l'irruption en fait du politique en fait dans. Ouais, je finis. Donc l'irruption du politique dans le pédagogique, dans le moral et dans la diffusion. Alors. Je passe et je vous montre un ouvrage qui, à mon avis, à cet égard, est assez frappant. Alors déjà par son titre, « Philosophie des sans-culottes ».
donc ouvrage de l'an 3, par Nicolas Peterson. Encore une fois, donc, le programme pédagogique peut être déduit donc, de son sous-titre, donc c'est un livre élémentaire. Bon. Et dans l'introduction, non, c'est pas dans l'introduction, pardon, c'est dans le corps même du texte, il est fait référence aux changements politiques que le régime vient de connaître, puisque l'auteur a précisé que la situation de la République naissante a subi donc des changements. Donc on voit qu'il y a une... il y a une... je dirais... oui. En gros, alors même qu'il faut diffuser donc une morale républicaine dans les classes, tout d'un coup, il y a un changement de régime qui fait que cette morale qui est à la fois politique et civique, ça devient un petit peu plus compliqué quoi, de continuer à diffuser des textes hérités de l'an 2 alors qu'on est ici en l'an 3. Et d'ailleurs, les rapports d'inspection, les visites, les pétitions, enfin surtout les rapports qui ont été étudiés par Kennedy Netter, donc les grandes enquêtes du directoire, montrent bien que certains ouvrages hérités de l'an 2 continuent donc d'être utilisés dans les classes, ce qui pose un problème puisque peut y avoir une forme de conflit de légitimité morale, je dirais. Voilà. Alors, pour conclure, en forme d'ouverture, de questions, eh bien là, en septembre, le ministère de l'Éducation nationale a publié, donc, a réédité un guide républicain qui, à l'origine, avait été édité en 2004, donc, qui a été donc, mis à jour. Alors que cet ouvrage est diffusé actuellement donc, dans le secondaire français. Donc, finalement, la question de la fabrique morale des républicaines et républicains reste encore d'actualité, il me semble, y compris dans ces éventuelles contradictions. Et je voulais aussi faire... voilà, et pour interroger cette actualité, je voulais faire un petit retour. Alors, je me balade un peu dans la chronologie, je m'en excuse, mais voilà. Je voulais faire un petit retour à cette citation donc, de Ferdinand Buisson, donc le fameux Ferdinand Buisson qui a dirigé le dictionnaire de pédagogie auquel a participé l'historien James Guillaume. Et dans un discours au Congrès radical en 1903, Ferdinand Buisson donc, explique que le temps des catéchismes est révolu. Je cite, parce que pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain le plus inculte, le travailleur le plus accablé par l'excès de travail, et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne. Et cette formule, qu'on pourrait donc relier à une tradition donc, libérale, parce que Ferdinand Buisson donc, était le partisan d'une forme de protestantisme libéral, eh bien, fait écho à ce projet donc, républicain donc, de la Première République, là on est sous la Troisième, et à mon avis fait écho à l'actualité donc, de la Cinquième République sur la façon dont, encore aujourd'hui, on essaye donc, de construire un corpus éthique, moral et politique pour enraciner la République dans une pratique pédagogique qui serait tout simplement de former moralement de futurs ou de jeunes républicaines et républicains. Voilà. Merci. Merci Jean-Charles. Alors juste 2 mots parce que j'ai usurpé une présidence qui ne me revient pas, donc je vais laisser la présidence à Anne. 2 mots parce que finalement vous avez utilisé tous les deux le mot sédimentation à quelques moments d'écart, enfin tu l'as emprunté, et ce que tu nous montres finalement c'est aussi la question du temps qui passe, et qui passe à toute allure, hein, puisque ces concours de l'an 2 jugés en l'an 4, bon, ça vaut d'ailleurs pour des concours de peinture, d'architecture, il n'y a pas que cela, ils sont complètement déphasés politiquement. Donc, quand on évoque depuis ce matin les grands principes, et que j'invitais dans le rapport tout à l'heure à mettre les principes en regard avec l'exercice concret au quotidien du pouvoir, avec des choses qui ne sont pas prévues, la force des circonstances, dirait l'autre, ça marche aussi pour le temps qui file, et où, à l'arrivée, quelque chose qui est valable peut très bien, effectivement, une semaine après, être complètement caduc. Mais bon, j'anticipe peut-être sur les questions. Et donc, on va appeler Clément Denac et Nicolas Soulas. Merci. Oui.
merci à tous, à toutes les personnes qui ont organisé ce... Alors, je vais peut-être commencer par vous présenter. Ah oui, on n'a pas trop le temps, je crois. Clément Denac, donc, qui est actuellement doctorant en histoire moderne à l'université de Nancy 2, sous la codirection de Stéphane Ossimiz et Pierre Cernat. Nancy 2 donc est Paris 1. Une thèse intitulée « Construire, vivre et faire vivre la cité républicaine, l'exemple de Nancy entre juillet 1792 et Nivose en 3 ». Donc vous allez nous présenter une communication intitulée « Être un bon républicain à Nancy à l'époque de la Convention nationale », avec une parenthèse pour nous éclairer sur ce titre qui peut être un peu sibyllin sur ce qu'est un bon républicain, la République au révélateur des pétitions. À vous. Merci. Merci donc à tout le monde. Une pensée particulière pour les personnes qui nous aident à capter ce moment et qui restera donc inoubliable, je l'espère. Alors dans le cadre de la question qui nous occupe, quelle République pour la nation ? J'ai choisi d'observer, plutôt que des projets républicains, une expérience de vécu républicain. En tout cas, on va voir si ça y ressemble. Je suis parti de quelques réflexions initiées par Claude Nicollet, que Com avait cité hier, je crois, dans l'idée républicaine en France. Nicollet se propose de rechercher si en français le mot république a un sens. Pour lui, la république est une doctrine qui se cherche, s'éprouve, se vérifie. Par ailleurs, plus loin dans l'ouvrage, il montre que la République a souvent été critiquée, et il s'en insurge, et réduite à un objet juridique, à un simple cadre administratif ou institutionnel qui serait devenu inopérant pour traiter des questions sociales ou économiques, comme si l'abstraction institutionnelle empêchait, je cite toujours, le fait d'accomplir la République. Alors à partir de ces énoncés, et dans l'idée de chercher aussi, alors de manière beaucoup plus modeste, si le mot République a un sens, j'ai essayé de voir dans un cadre spatial restreint, à savoir la ville de Nancy, où comment s'éprouvait, se vérifiait la République. Pour ce faire, je me suis basé sur un corpus documentaire composé de 1135 pétitions qui ont été rédigées par des Nancéens et Nancéennes au début donc, de la Première République, à l'époque conventionnelle, entre septembre 92 et octobre 95. Alors pourquoi utiliser des pétitions pour étudier la manière dont se concrétise la République ? Déjà parce qu'en tant que média intermédiaire, pourvoyeuse de réclamations adressées à des autorités, et surtout des autorités locales, tout à l'heure Michel a dit que j'allais évoquer des pétitions envoyées à la Convention, je les évoquerai aussi, mais elles ne représentent que 5% du corpus, donc on va surtout parler de pétitions adressées au local. Donc, parce que ces pétitions sont des outils qui renseignent de représentation du pouvoir, et une représentation qui se formalise chez des pétitionnaires. Ensuite, car ces documents mettent au cœur du débat les demandes, les attentes des citoyens et citoyennes, qui pour obtenir réparation avancent souvent le fait d'être républicain, ou mieux, le fait d'être des bons ou des vrais républicains. L'expression n'est pas de moi, vous allez le voir. Enfin, les pétitions sont des outils intéressants d'observation car elles sont présentes en nombre très élevé dans les dépôts d'archives. Jean-Pierre Dionnet, spécialiste du droit, a étudié le phénomène pétitionnaire sur un temps assez long et il explique que la Révolution a, je cite, engendré une explosion du pétitionnement, avec un paroxysme en 1793-94, avant une forte baisse à partir de 1995 et une interdiction sous l'Empire. Cet outil a bien sûr ses limites. Le vécu et les auto-analyses politiques qui sont véhiculées par les pétitionnaires le sont à dessein, elles sont intéressées bien sûr, et donc cela produit un biais d'analyse qu'il convient, alors pas de rejeter, mais de prendre comme tel. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler que l'exercice de la pétition préexiste à la Révolution et évolue grâce à elle. Sous l'Ancien Régime, pétitionner, c'est demander une faveur, c'est se placer en position de soumission vis-à-vis du pouvoir. En mai 91, le droit de pétition est formalisé législativement. L'Assemblée constituante, dans les débats, explique... Alors il y a un débat entre Le Chapelier d'un côté et Robespierre et Pétion de l'autre. Le Chapelier voudrait que l'on distingue pétition et plainte. La pétition serait pour lui un droit politique, tendant à faire évoluer la loi et réservé aux citoyens actifs, alors que la plainte resterait un droit naturel, ouvert à tous et toutes. Robespierre, lui, s'oppose à cette vision. Il estime qu'il n'y a pas de distinction entre plainte et pétition, et il a même cette fameuse phrase
C'est bon, ça marche. Il dit « Le droit de pétition est le droit imprescriptible de tout homme en société. Les Français en jouissaient avant que vous fussiez assemblés. » Là, il s'adresse à ses collègues députés. « Les despotes les plus absolus n'ont jamais contesté formellement ce droit à ceux qu'ils appelaient leurs sujets. Plusieurs se sont fait une gloire d'être accessibles et de rendre justice à tous. Et vous, législateurs d'un peuple libre, vous ne voudriez pas que des Français vous adressent des observations ? Plus un homme est faible et malheureux, plus il a de besoin, plus les prières lui sont nécessaires. Ce sont ces derniers arguments qui l'emportent. Et le droit de pétition est ouvert à tout individu. Il est en revanche refusé à des collectifs. Il sera ouvert aux collectifs à partir de la République en 92. À partir de 91, tous les types de plaintes, demandes, requêtes, placés récriminatoires, exposés, etc. sont assimilés dans une acception large à des pétitions. Ce que montre la définition du dictionnaire de l'Académie en 98. Une pétition est une demande adressée à une autorité supérieure pour obtenir ou une grâce ou le redressement d'un grief. On peut ajouter aussi que dans la Constitution de 93, la pétition avait une place majeure, puisque c'était par son biais que les citoyens et citoyennes étaient censés pouvoir opposer un veto populaire à l'adoption d'une loi. On retrouve d'ailleurs ici le pouvoir sanctionnateur qu'a évoqué hier François Castana. Alors pour ce faire, une idée de ce que les pétitions révèlent de la République vécue et du fait d'être un bon républicain, on verra d'abord comment est sollicitée la République, quels sont ses référents pour les pétitionnaires, ensuite ce que l'on attend d'elle, et enfin ce que signifie faire preuve de républicanisme, être un bon républicain. Le tout toujours dans la volonté de caractériser quelques traits saillants de la République d'en bas, pour reprendre les mots de l'appel à contribution de ce colloque. Alors déjà, quelques chiffres. Le corpus de pétitions qui a été constitué ne regroupe pas toutes les pétitions émises sur la période à Nancy. Il en existe d'autres qui m'ont échappé déjà. Et puis il y en existe au moins, de manière certaine, près de 500 en plus, dont la mention existe dans des registres dédiés, mais soit qu'elles aient été remises à leurs auteurs, soit qu'elles aient été détruites pour gagner de la place dans les bureaux. On n'en connaît pas l'intégralité. J'ai donc retenu que les pétitions dont existait l'original, ce qui forme donc un ensemble de 1135 pétitions, qui sont aux archives départementales, municipales, nationales. Elles sont rédigées par au moins 1409 personnes, toutes vivant à Nancy ou relatant d'un problème qui s'est produit à Nancy. Il y a plus de pétitionnaires que de pétitions, car dans 5% des cas, elles sont collectives et parfois signées par des centaines de personnes. Nancy compte 20 009 habitants adultes, donc de plus de 12 ans, en 1795. Donc on voit au ratio que ça fait 7 personnes sur 100 qui ont déjà pratiqué le droit de pétition. C'est à la fois peu et beaucoup. Peu, parce que 7%, ça pose des questions de représentativité sur les éléments de républicanisme qu'on étudie. Et beaucoup, parce qu'on n'a pas d'autres outils qui sondent une population aussi large. Les pétitionnaires sont majoritairement des hommes, 69%. L'immense majorité du corpus est composée de demandes manuscrites. Seules 54 pétitions sur 1135 sont imprimées. On sait que l'impression est un marqueur social. Et en général, une pétition compte 1 ou 2 pages. La plus longue s'étale tout de même sur 52. Alors, on peut se dire que si le droit de pétition est ouvert à toutes et tous, on peut néanmoins se demander à qui profite ce droit. Est-ce que les classes favorisées, les plus lettrées, les plus connaisseuses du droit en profitent davantage que les classes populaires? Et on va voir que ce n'est pas aussi évident. 10% des populations sont émises par des citoyens qui se déclarent ouvriers, pauvres ou sans État. 22% proviennent d'artisans et de petits commerçants. 29% de membres ou ex-membres du clergé. 22% par des employés, selon des administrations ou de santé. Et 17% par des ex-nobles, rentiers, négociants, notaires, avocats ou médecins. Donc, comme on le voit, le droit de pétition n'est pas l'apanage exclusif d'une classe ou d'un État. Alors rapidement, on peut faire 2 remarques. Il y a une surreprésentation des pétitions émises par des ex-membres du clergé. Ça s'explique en partie par l'obligation qui leur est faite d'obtenir un certificat de civisme. Et à Nancy, alors je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais à Nancy en tout cas, pour obtenir un certificat de civisme, il faut présenter une pétition à la municipalité. Ce qui explique ce fort chiffre, qui se concentre principalement à la fin de l'été 1793. Ensuite, si on fait des regroupements, on observe qu'un tiers des pétitions est émis par des artisans, petits commerçants, ouvriers ou pauvres, et 39% par des personnes issues des classes moyennes et favorisées. Ce ratio montre donc que c'est une pratique partagée. Ensuite, le nombre important de pétitions peut s'expliquer aussi par leur efficacité. La démarche est très très efficace puisque dans 82% des cas, la demande formulée par les pétitionnaires est entendue et acceptée entièrement. Seulement 11% des pétitions se heurtent au refus. Et globalement, dans ces 11%, ce sont les personnes qui sont détenues et qui demandent une libération immédiate.
Donc une demande qui n'est pas toujours de l'autorité des administrations à qui on la réclame. Cela montre que les différentes administrations républicaines sont à l'écoute des pétitionnaires et ne prennent pas le phénomène à la légère. D'ailleurs, à l'image du comité des pétitions de l'Assemblée, les autorités locales se dotent de bureaux spécialisés dans le traitement de ces demandes et les séances municipales, de district ou de département comportent un moment dédié durant lequel on statue sur les suites à donner aux réclamations reçues. Pour les pétitionnaires, la République a un visage et une adresse, on sait où la trouver, et si l'on regarde à qui sont adressées les demandes pétitionnaires étudiées, on voit que les principaux référents républicains, dans une ville de province en tout cas, sont les autorités locales. Le district est largement en tête, devant le comité de surveillance, la commune et le département. La démarche d'envoyer une pétition directement à la Convention ou à ces comités est finalement assez peu fréquente. Plus d'un tiers des pétitions sont logiquement adressées au district après la loi sur le gouvernement révolutionnaire de Frimaire II, qui avait fait de cette administration le cœur du pouvoir au local. La mention du destinataire dans les pétitions est un marqueur du lien entre le pétitionnaire et l'image qu'il se fait de la République. Elle renseigne sur la connaissance qu'on a des nouvelles institutions et parfois un attendu est formulé, comme par exemple ici. C'est le citoyen Guyot qui adresse sa demande aux citoyens qui s'occupent à faire le bien et se sont armés de la rigide bienfaisance des lois. On voit donc ici l'attente. La bienfaisance est rigide, mais elle s'occupe à faire le bien. Ce que les pétitionnaires attendent. Je vais vous montrer un tableau donc, du coup, avec les principales demandes. On voit que, donc, on le voit bien, ces demandes sont diverses, mais elles sont souvent très pragmatiques. On pétitionne dans 4% des cas pour obtenir une place au service de la République, dans 8% des cas pour récupérer l'usage d'objets ou de denrées mises sous scellé, dans 19% des cas pour sortir de prison, dans 27% des cas pour solliciter une aide ou un traitement face à la pauvreté. La question la plus importante est celle de l'exonération du dégrèvement de la contribution, et pas de l'impôt, pardon, même si dans les pétitions on trouve le mot impôt parfois. Donc cette question est centrale. Un tiers des pétitions étudiées y est consacré. Alors je vais m'arrêter un peu dessus à travers un exemple, celui du citoyen Philippe Alexandre, un ancien cafetier devenu journaliste. Il a imposé à 22 livres pour la contribution mobilière de 1792 alors qu'il ne gagne que 15 sols par jour. Et voici la conclusion de sa pétition. Le pétitionnaire, âgé de 60 ans, a son fils au volontaire. Ce fils l'aurait pu aider, mais il aime mieux le voir au secours de sa patrie qu'au sien. D'après ces raisons, le pétitionnaire, qui aime la République et qui est toujours prêt à sacrifier plutôt ses jours pour elle que de lui être nuisible, désire de payer une contribution, mais celle que vous voudrez bien lui fixer la plus moindre, n'étant point en état de satisfaire à celle qui lui est imposée. Donc, par exemple, ce pétitionnaire voit sa pétition remplie de succès puisque sa pétition est modérée. On explique même qu'il aurait pu être radié des rôles et ne rien payer, mais puisqu'il réclame à payer quelque chose, on lui donne une petite imposition. J'en reviens au tableau quelques minutes. Si l'on regroupe les sollicitations qui concernent les réductions de contributions avec celles qui formulent des demandes d'aide, on a un ensemble de 688 pétitions, soit 60% du corpus, qui sont consacrées donc à des demandes de solidarité. L'importance du nombre montre que l'on est au-delà de la réclamation individuelle. On peut même peut-être parler de revendications collectives ou partagées. Le poids de ces revendications engage les administrations républicaines, qui n'y répondent pas de manière isolée, mais par le biais d'échanges, de prises de renseignements et de débats. Je vous montre ici une pétition dans son ensemble, donc toujours une demande d'exonération de contribution. C'est la pétition du maçon Claude Mangeot. Donc lui, on note tout de suite sur cette vue d'ensemble, sans même lire en détail, que le document est dense. La pétition est un objet vivant qui évolue en plusieurs étapes. Au centre de la page, à gauche, on a donc la pétition. J'ai dessiné un peu dessus, je me suis permis. En haut à gauche, c'est l'étape 1, c'est l'accusé de réception du directeur du district à qui elle est adressée. On prend la pétition, on la lit en séance. On remarque que le pétitionnaire n'a pas accompagné sa pétition du billet de rôle nécessaire à l'appuyer. On le notifie sur la pétition, c'est l'étape 2, et on retourne la pétition au pétitionnaire. Ce dernier la renvoie au district accompagné du billet demandé, c'est l'étape 3, on voit le billet en bas à droite. Dans un 4e temps, le district accuse de nouveau réception, et cette fois, il a le droit donc de donner son avis dessus. Ne connaissant pas particulièrement le pétitionnaire, il renvoie la pétition au conseil général de la commune, qui, en séance publique et en présence du pétitionnaire, formule une recommandation, c'est l'étape 5, avant de renvoyer la pétition au district, qui entérine l'avis de la commune et arrête, dans un 6e temps, que la contribution du pétitionnaire sera modérée conformément à ses souhaits. On voit donc ces allers-retours entre pétitionnaires et différentes administrations.
L'évocation d'une pétition particulière est finalement assez simple. Lors de 3 séances du directeur du district et une séance publique du conseil général de la commune, tout cela montre l'importance accordée par les autorités au récit revendicatif des administrés. L'utilité du droit de pétition est raffermie par cette attention qui est portée. Par ailleurs, en termes de réussite, les revendications sociales sont celles qui connaissent le plus de succès. 86% des cas étudiés se matérialisent soit par une diminution, une suppression d'impôts ou l'obtention d'une aide. L'importance de ces demandes laisse penser qu'on attend en premier lieu que la République soit solidaire des plus démunis, et leur réussite laisse penser qu'elle l'est. En regardant les sollicitations, les attentes, mais aussi le traitement qu'en font les administrateurs locaux, on est témoin d'un échange qui n'est peut-être pas une forme de démocratie directe, au sens où le peuple n'a pas directement le pouvoir, mais qui relève en tout cas d'une proximité entre citoyens, citoyennes et autorités, et qui peut être vue comme une manière d'accomplir la République, la rendre palpable et populaire. En fait, ça marche dans les deux sens. Il y a un véritable jeu de miroir qui s'opère. D'un côté, on a les attentes des pétitionnaires envers la République. Elles sont appuyées par des justifications individuelles de républicanité. Donc les pétitionnaires donnent aussi à voir comment ils sont républicains. Et surtout, ils se présentent en bons et vrais républicains. Dans plus de 200 requêtes, les pétitionnaires, pour parler d'eux, associent le mot républicain et un adjectif, vrai et bon, en tête. Comme ici le citoyen Bellon, qui s'est toujours comporté en vrai républicain, a élevé ses enfants d'eux-mêmes et a donné dans toutes les invitations argent, habits, vestes, bas, souliers, chemises, couvertures, pain. On parle aussi souvent d'âme vraiment républicaine, de vivre et mourir en bon républicain, bonne républicaine. On assure avoir adopté sans aucune restriction les principes du nouveau gouvernement, comme doit le faire une âme vraiment républicaine. Sophie Vaniche évoque pour la période 89-92 un phénomène de politisation de la plainte, d'inscription du politique dans le corps des plaintes privées. Ce constat se vérifie pour l'après-92 en tout cas. Sur les 1135 pétitions étudiées, 733, donc près de 64%, contiennent des justifications politisées, c'est-à-dire des demandes où les pétitionnaires légitiment leurs plaintes par des éléments faisant référence à leur engagement pour le nouveau régime. Alors j'ai tenté de répertorier les différentes références politiques de ces 733 plaintes. Chacune de ces pétitions mobilise en moyenne 3 ou 4 éléments de nature politique. Cela peut aller du simple vœu pour la prospérité de la République jusqu'à un précis des actions menées et jugées républicaines. Alors, avant de détailler ces résultats, j'aimerais laisser la parole un peu à quelques pétitionnaires. D'abord avec la pétition du citoyen Souplet, qui écrit « Remontre l'exposant qu'il vient de lui être signifié un mandat pour remettre à votre commission le nombre de 17 chemises et 6 paires de souliers, donc sa destination des armées. Vous verrez, citoyen, d'après les pièces ci jointes, qu'il n'avait jusqu'à ce jour attendu aucun mandat, et s'était montré tel qu'un bon républicain doit le faire en partageant ce qu'il avait pour secourir la bonne cause. Il ne vous dira rien des dons pécuniaires qu'il a fait en différentes circonstances. Il s'est toujours regardé trop heureux d'avoir contribué au bien général. Remontre encore le citoyen Souplet qu'une partie de son linge ayant été épuisée pour préparer au nouveau-né que son épouse promettait à la République, il advint qu'au lieu d'un seul, elle mit au monde un républicain et une républicaine, ce qui l'oblige à mettre en ce moment en œuvre le peu de linge qui lui reste. Jean-François Marizien, lui, détenu sans savoir pourquoi, explique que sa détention ne s'accorde pas avec le régime républicain. Il explique qu'il est de Nancy, il n'en est pas sorti, sous-entendu, il n'a pas émigré. Il élève lui-même ses enfants dans les principes de la Révolution et a éloigné d'elle tout ce qui pouvait fanatiser leur esprit. Il n'a jamais été partisan de la Constitution de 1791. Il était jacobin avant l'érection de la France en République. Il a prêté de bonne foi le serment de liberté et d'égalité. Il a applaudi la Révolution du 10 août, mais elle aurait dû avoir lieu au 21 juin 91. Marguerite Platel, elle, de son côté, expose qu'elle est âgée de 64 ans, qu'elle a besoin d'un certificat de civisme pour toucher sa pension, c'est une ancienne religieuse, que la loi lui accorde comme ci-devant religieuse bénédictine de Nancy. Alors elle a pour l'obtenir à présenter qu'un dévouement absolu aux lois de son pays, et celui qu'elle a voué à l'une de ses anciennes compagnes, âgée de plus de 100 ans, qu'elle soigne depuis bien des années. Elle voit dans la Constitution républicaine que les soins donnés à la vieillesse sont regardés comme une vertu. Elle l'avait fait par humanité, cette première vertu du républicain. Donc là, on le voit bien, on réécrit sa vie au prisme du républicanisme. Je vais donner un dernier exemple avant de conclure, un exemple, et non des moindres, celui de Louis Sirgeant du Reclus, dit Grande Barbe. Il a été arrêté en avril 1793, au moment où 2 représentants du peuple en mission, Antoine et Levasseur, ont diligenté une grande opération d'identification de suspects et en ont mis 80 en détention, dans l'ancien couvent des Dames Prêcheresses, sans que les motifs d'arrestation ne soient connus.
Les autorités locales n'ont aucun pouvoir sur ces suspects. Les 2 députés ont bien précisé aux détenus que s'ils voulaient faire améliorer leur sort, il fallait écrire à la Convention avec une pétition. Ce qui pousse les détenus à pétitionner donc et à émettre des hypothèses sur le pourquoi de leur détention. Voilà comment Sirjean explique sa détention. Au citoyen président de la Convention nationale expose Louis Sirjean, citoyen de Nancy, etc. Que rejetant tout avis et tout soupçon, il a été surpris la nuit du 15 ou 16 avril de se voir assailli, enlevé de son domicile par 12 gardes. Qu'irréprochable dans sa conduite et ses actions, il attribue, selon lui, ce qui lui est parvenu, la cause de son arrestation à l'affiche mise par lui sur sa porte, sur laquelle, après avoir motivé son âge et son nom, il décline encore au bas et au-dessous de sa signature les noms de son cheval, son chien, son chat, son canari. Alors là, il faut savoir que depuis 1989, les citoyens sont obligés de noter sur leur porte qui réside chez eux avec leur état. Sirjean vit seul, j'ai vérifié dans les recensements. Donc lui, en dessous de son nom, il a donc mis le nom de son cheval, son chat, son canari, son chien. Ce serait calomnier son intention de lui prêter celle d'avoir voulu railler, manquer à la nation. Il a été entraîné par une simple distraction provenant de son attachement pour ces sortes d'animaux. En tout cas, il proteste n'avoir d'autre vue que celle qu'en cas d'absence ou d'accident, car il est veuf, vieux et vivant seul chez lui, ces pauvres bêtes ne soient pas exposées à mourir enragées. La malignité ne peut y attacher d'autre sens. Quoique se refusant le nécessaire, subsistant de privation, l'expression est magnifique, il s'est néanmoins presque toujours permis d'avoir un cheval, sans en avoir aujourd'hui absolument besoin. Son amitié ne s'entendait pas seulement sur l'animal appelé cheval. Il a toujours eu la même affection pour ses chiens. Il en a conservé jusque dans la plus dégoûtante caducité. Ne pouvant plus se porter sur leurs jambes, il ne se faisait aucune peine de les porter sous son bras, même lorsqu'il montait à cheval. Il les couchait, malgré leurs infirmités, dans son lit, à ses côtés. À leur mort, il les enterrait, leur dressait un monument, faisait leur épitaphe. Et si on daignait faire une descente et vue de lieu dans sa maison, sa chambre, son jardin, on y trouverait ses regrets consignés sur le marbre et l'airain. Il n'y a rien d'exagéré dans ce tableau, fût-il ridicule. Il est fidèle et vrai. L'exposant le confesse, et l'aveu de toute la vérité est essentiel à sa justification dans les circonstances présentes. Sa sensibilité a été la même pour ses chats et canaris. Il les a même demandés pour les avoir avec lui aux Dames Prêcheresses, donc c'est le couvent qui sert de prison. L'on n'a pas cru devoir lui refuser cette consolation. C'était dans les animaux qu'il croyait avoir reconnu singulièrement la reconnaissance et la fidélité. D'après ses affections minutieuses, outrées si on le veut, mais qui n'ont rien de répréhensible contre les mœurs ni contre l'État, et qu'il a manifesté pendant 64 ans d'une vie remplie d'amertume et de traverses, peut-on s'étonner et s'ombrager s'il a regardé ses vrais amis comme des personnages dont les noms pouvaient figurer avec le sien. Voilà donc tout son crime. Il a rempli d'ailleurs, et c'est là qu'arrive la justification républicaine, il a rempli d'ailleurs tous les devoirs sociaux et civiques. Soldat citoyen de la formation de la garde, notoirement blessé la journée du 31 août. C'est une référence au 31 août 90, c'est l'affaire de Nancy. Vétéran encore en exercice actuel, ayant fait constamment son service en personne, ayant prêté et tenu tous les serments, payé tous les dons, les impôts, les aumônes, logé, hébergé, fraternellement les soldats de la patrie, fourni un lit complet aux casernes, ayant imprimé en 89 contre l'aristocratie, en 90 pour la paix, la liberté, le bon sens général, en 93 en faveur du patriotisme, monument non prévu par lui, mais existant. Du reste, n'étant ni aristocrate, ni démocrate fiefé, ni démagogue, ni intrigant, ni sectaire, ni cabaleur, ni contre-révolutionnaire, ni correspondant, ni conspirateur, ni émigré, ni remuant, ni clubiste, ni nouvelliste, ni journaliste, mais triste, nul, tranquille, comme il convient à son inanité et au crépuscule de la vie, votant uniquement pour la paix et l'égalité. Il demande qu'on lui fasse quitter l'enceinte des Dames Prêcheresses, qu'on le rende à ses foyers, à ses habitudes, même sous caution. Cette justice, devoir du Français, est due à l'innocence de l'exposant, à son âge, au désordre prochain de ses affaires abandonnées, à sa santé périclitante et détruite. Il conclut « Âmes honnêtes, vous le concevrez, le moindre soupçon d'improbité est plus déchoyant que 1000 morts ensemble, surtout pour l'exposant qui ne fut et ne sera jamais un Dumouriez, mais Sirjean du Reclus. » Il évoque Dumouriez, c'est pile poil dans l'actualité du moment. Donc à travers ces différents exemples, j'espère qu'on se rend compte du travail de justification personnelle, politique, opérée, de l'écriture autobiographique qui est à l'œuvre. Les pétitionnaires retracent leur parcours au prisme du nouveau régime. Au fil de ces pétitions, les éléments de justification politique se distinguent. Alors j'en ai recensé 44, ce qui avait censé étonner Michel Biard. En fait, c'est 44 éléments très simples, on en a vu déjà plusieurs dans ces quelques pétitions. J'ai fait un tableau avec les 8 éléments les plus employés, ceux qui reviennent plus de 100 fois. Alors comment il faut lire ce tableau? Il faut imaginer « Je suis un vrai républicain, car
Je suis soumis aux lois, dans 174 pétitions. J'ai servi dans les armées de la République, ou j'ai un proche qui a servi dans les armées de la République. Je suis zélé lorsqu'il s'agit de me montrer utile. J'ai aidé matériellement des personnes dans le besoin. J'ai confiance en l'humanité des magistrats. J'ai obtenu un certificat de civisme ou un autre. Je me suis montré dans toutes les occasions où il était nécessaire de marquer du patriotisme. J'ai payé mes impôts, mes contributions. Alors j'ai regroupé ces 44 différents éléments, donc là il n'y en a que 8, en 5 domaines larges. Et en guise de conclusion, je dirais qu'être républicain de manière pratique aux yeux des pétitionnaires de Nancy, entre 92 et 95, c'est obéir aux lois, c'est engager sa fortune et ses biens au service de la collectivité ou des plus démunis. C'est se montrer utile à la collectivité de par son métier ou les services rendus à ses voisins. C'est s'approprier des symboles communs. C'est participer à la défense de la République militaire. En extrapolant un peu, cette République pratique, caractérisée depuis la cité, depuis la commune, laisse deviner une République plus théorique, qui, autour de l'idée de solidarité et du partage des lois, symboles, biens, moyens de défense, dépasse les critiques qu'avait relevées Claude Nicollet. La République, en tout cas la première, je ne m'avancerai pas pour les autres, lors de ces 3 premières années, et à Nancy, n'est pas un objet froid et uniquement juridique, mais bien une entité opérationnelle, au moins sur les questions sociales, et peut-être même davantage. On rejoint également ce que la spécialiste de droit constitutionnel Perrine Prevot décrit ainsi. Le droit de pétition, en rendant la parole au peuple, est un correctif du système représentatif et participe d'une république peut-être plus directe. Merci. Merci beaucoup Clément Denac pour cette très bonne communication de culture politique qui portait, après les catéchismes républicains, qui portait plutôt sur la réception d'un discours normatif sur la République et qui s'interrogeait sur l'intégration des normes républicaines. Alors je ne doute pas qu'il y aura tout un tas de questions, mais pour le moment on va continuer les communications comme on a procédé jusqu'à présent. Et donc, sans coup férir, je vais passer la parole à Nicolas Soulas, qui a soutenu récemment une thèse sous la direction de Nathalie Petitot et Stéphane Durand à Avignon, qui s'intitulait « Révolutionner les cultures politiques, l'exemple de la vallée du Rhône, 1750-1820 ». Il est donc agrégé et docteur en histoire moderne et membre associé du LARA. Il va donc nous parler de l'insaisissable République des frères Payan, conversion politiques et appropriation républicaine plurielle. Et je ne doute pas qu'il va nous montrer des engagements très plastiques de ces frères Payan, des garçons qui ont été proches un temps des Girondins, et une plasticité qui évoque, je crois, la densité des temps révolutionnaires, où un jour compte un siècle, et où, pour les analyser, les jugements de valeur sont moins opérants que la prise en compte de la mouvance des contextes. À toi. Merci. Est-ce que vous pouvez mettre le diaporama, s'il vous plaît? Pardon. Merci, Madame la Présidente. Merci également aux organisateurs et au domaine de Visil pour ce très beau colloque dans un cadre vraiment exceptionnel. Donc c'est un vrai privilège. Bon, c'est pas très républicain, mais c'est un vrai privilège d'être là. Donc merci beaucoup. Je voudrais commencer cette communication par un extrait du journal L'Antifédéraliste dont Michel Biard a tout à l'heure parlé, le 30 Brumaire en 2, Claude-François Payan, alors juré du tribunal révolutionnaire et en même temps chef du bureau de correspondance du comité de salut public, définit le comportement attendu, je cite, d'un vrai républicain. Il dit « Ne vous occupez que de la patrie, ne composez jamais quand il s'agit de l'intérêt du peuple, si vous n'étiez retenu par les attraits de la vertu, que la crainte vous impose un frein salutaire. La marche de la Révolution est telle que le glaive de la justice n'épargnera que les hommes dignes de la République. » Devenu intime et admirateur de Robespierre, Payan termine son article par un éloge du député et conclut par cet avertissement « Malheur à ceux qui ne l'imiteront pas ». Si à la fin de l'année 1793, Claude-François Payan se mobilise pleinement en faveur du projet républicain défendu par certains montagnards tels que Robespierre, cet engagement, en réalité, n'a rien d'évident. Il résulte, bien au contraire, d'une longue mue politique ponctuée de tâtonnements réflexifs et idéologiques.
Si la thématique des républicanismes est aujourd'hui largement explorée, et si les mécanismes permettant aux Français d'entrer en République sont désormais mieux compris, il reste toujours à s'interroger sur les voies multiples de l'appropriation des idées républicaines afin de comprendre comment les individus appréhendent, reçoivent et intègrent les diverses sensibilités républicaines qui se développent tout au long de la décennie révolutionnaire. Au-delà de l'arène parisienne où éclot un républicanisme précoce bien analysé par l'historiographie et de quelques itinéraires individuels ou collectifs, souvent piochés parmi les grandes figures nationales telles que les conventionnels, l'appropriation des diverses sensibilités républicaines par les élites provinciales et l'évolution de leur pensée politique restent encore finalement assez méconnues. L'itinéraire politique des frères Payan, dont vous avez ici quelques éléments biographiques, constitue un excellent point d'observation pour appréhender la diversité et la complexité des projets républicains, leur réception et leur réappropriation par des acteurs provinciaux sensibles aux circulations politiques. En plaçant la focale sur cette famille de notables dauphinois dans une perspective microanalytique croisant la documentation, correspondance, archives du fort privé, écrits politiques, extraits de journaux et sources administratives, le cas Payan offre l'opportunité de saisir avec finesse l'évolution de l'engagement des élites provinciales confronté à un cadre politique devenu extrêmement volatile entre 1792 et 1794. En effet, la microanalyse donne à voir comment des acteurs locaux, ici tardivement gagnés au républicanisme, mobilisent les outils intellectuels en leur possession qui leur permettent de s'approprier les divers projets républicains et comment cette appropriation se conjugue à des engagements politiques personnels, se heurtant à des expériences politiques concurrentielles qui remodèlent constamment ou non, la pensée républicaine des deux frères. Il en résulte un cheminement idéologique particulièrement sinueux, jalonné de tâtonnements réflexifs et de reniements politiques qui contribuent d'une certaine manière à rendre, sinon insaisissable, tout au moins complexe, le projet républicain pour lequel se mobilisent les frères Payan. Alors pour bien comprendre la mue idéologique des Payan, il convient de replacer cet itinéraire politique dans un contexte plus ample et de revenir à partir de 1791 sur une sorte de faux départ. Faux départ puisqu'on est vraiment avec cette crise de l'été 1791 où finalement on commence à envisager l'exclusion du monarque des institutions et on a déjà évoqué hier et aujourd'hui que à Paris et dans certains départements, certains patriotes se mobilisent déjà pour la République. Alors, dans le cas de la Drôme, on ne va pas aussi loin, on ne se positionne pas pour la République, mais en revanche, on commence à réfléchir. On se réunit à Valence, il y a une réunion de société politique qui réunit les principaux figures patriotes dromoises, et le 3 juillet, finalement, après un débat assez houleux, on estime que le roi doit être jugé. Faux départ, pourquoi ? Parce que les Payans ne sont pas là. Aucun Payan, aucun des frères Payan, pas plus que de députés de la société politique tricastine. Alors, est-ce par désaveu ? Est-ce par prudence politique ? Est-ce par attentisme ? À moins que les raisons soient à chercher dans la crise majeure que traverse le club politique de Saint-Paul-Trois-Châteaux, donc au sud de la Drôme, qui est confronté à une fracture religieuse particulièrement importante qui réduit considérablement les activités du club. En effet, un pôle aristocrate, entre guillemets, renforce son emprise sur cette petite ville limitrophe du haut contact contre-révolutionnaire et la léthargie de la société politique la tient en réalité éloignée des diverses manifestations politiques de l'été 1791. Les Payans et quelques patriotes tricastins reprennent le club en main, tandis qu'à l'automne 1791, les aristocrates réussissent à remporter les élections et transforme finalement Saint-Paul-Trois-Châteaux en une sorte de centre contre-révolutionnaire et prennent des mesures très réactionnaires, voire contre-révolutionnaires, comme l'accueil et la protection des prêtres réfractaires exilés, qui ne sont pas, donc ces mesures, sans rappeler le cas arlésien qui, à peu près au même moment, connaît la même situation. Et donc, les frères Payan vont devenir les chefs de la résistance, et pendant 7 mois, ils mènent une lutte acharnée qui se solde par un coup de force renversant la municipalité aristocrate en avril 1792. Alors pourquoi toute cette précision ? Parce que quand on étudie la correspondance intime et les agendas politiques des deux frères, à aucun moment la question de la République ou de réflexion sur le théorique sur le pouvoir apparaissent. En revanche, ce qui apparaît de manière quasi obsessionnelle dans la correspondance, c'est la reconquête de la ville, qui est l'objectif essentiel de ces patriotes,
qui, on le voit très clairement dans les lettres, sont intimement convaincus de lutter pour leur survie, en tout cas politique. Ce n'est finalement qu'au printemps 1792, lorsque les agendas politiques tricastins et nationaux coïncident à nouveau, que les païens envisagent sérieusement un changement de régime politique. En pleine guerre, la dénonciation du double jeu du monarque, relayée par une presse patriote régulièrement lue et commentée à la tribune de la société politique locale de manière très classique, accélère la conversion des frères païens. Après les événements du 20 juin 1792, alors que le procureur général syndic du département de la Drôme, aux sympathies très nettement feuillantines, tente de faire voter une adresse dénonçant l'invasion des Tuileries, Joseph-François Payan, administrateur du département de la Drôme depuis 1791, s'y oppose et parvient à faire rejeter, à une voix près, le projet d'adresse fustigeant les Parisiens. D'autres acteurs politiques vont aller beaucoup plus loin en encourageant les législateurs à démettre le roi. Ainsi, le 3 juillet, Claude-François Payan, procureur général syndic de Saint-Paul-Trois-Châteaux depuis le coup de force d'avril 1792, exhorte les députés, dans une adresse très virulente, à sauver, je le cite, la chose publique par un grand exemple et des remèdes violents. Ce ne sont pas les branches pourries du pouvoir exécutif qu'il faut élaguer, c'est l'arbre lui-même qu'il faut déraciner. Pour autant, Claude-François Payan ne plaide pas encore pour l'instauration d'un régime républicain qui divise et que de nombreux contemporains jugent encore inadapté à un grand pays comme la France. Il précise à la fin de cette adresse « Suspendez le roi, nommez un régent, ou du moins réservez-vous durant la guerre le choix de nommer les ministres ». Cet avis est partagé par les notables drômois qui, au début du mois d'août 1792, alors que la menace de l'invasion se précise et que la crise politique atteint son paroxysme, le directoire donc du département de la Drôme refuse de céder aux sirènes républicaines des élites politiques marseillaises qui députent des missionnaires jusqu'à Valence. Le 3 août, une assemblée réunissant les autorités administratives, judiciaires et militaires de la Drôme élit 4 commissaires sélectionnés dans tout le spectre politique, du très conservateur procureur général syndic à des patriotes beaucoup plus convaincus tels que Payan, et à qui il incombe de rédiger une réponse aux sollicitations marseillaises. Par son ambiguïté, la proclamation traduit l'attentisme et les hésitations d'individus confrontés à une situation totalement inédite. Après avoir salué de manière très convenue le zèle et l'amour brûlant de la liberté qui animent les Marseillais, les commissaires se drapent dans un prudent légalisme constitutionnel, je les cite, « Les autorités de ce département, ayant en horreur le républicanisme qui conduit à l'anarchie, ne veulent que le gouvernement déterminé par la Constitution. » L'adresse ne fait aucune référence au sujet qui divise les administrateurs, c'est-à-dire la suspension du roi, reste que face aux périls qui menacent la Constitution et face aux incertitudes qui accompagnent un changement de régime politique brutal, les administrateurs drômois souscrivent unanimement à l'arrêté. Ce n'est finalement qu'à la lumière de ces hésitations et de la prudence des élites politiques drômoises au cours de cet été décisif que l'on comprend la rapidité avec laquelle l'administration départementale, certes en partie renouvelée, entreprend de féliciter les conventionnels après les décrets des 21 et 22 septembre 1792. Les 3 corps administratifs de Valence rédigent, sous la houlette de Joseph-François Payan, devenu entre-temps procureur général syndic du département, une virulente adresse contre la royauté, je la cite, « incompatible avec les droits de la souveraineté nationale ». Si le ralliement des frères Payan est sincère, motivé par la confiance absolue qu'ils placent dans l'œuvre des conventionnels et dans la défense de valeurs qu'ils partagent, telles que la souveraineté du peuple ou l'égalité des droits, la publicité et la solennité données à cette assemblée visent très certainement à faire oublier la proclamation du 3 août et l'attentisme d'une grande partie des élus locaux. Si les acteurs les plus engagés dans le processus révolutionnaire se sont imposés lors des élections de septembre 1792, tous ne nourrissent pas les mêmes attentes du nouveau régime. Et entre l'été 1792 et l'été 1793, la circulation de projets républicains concurrentiels, les divisions à la Convention, relayées massivement par les correspondances ou par la presse, qui projettent les affrontements parlementaires en province, et les débats nationaux qui mobilisent une partie de l'opinion publique, tels que le procès du roi, constituent autant d'objets de clivage qui contribuent à remodeler la pensée républicaine des élites provinciales, comme l'illustre le cas des frères Payan. Au cours de l'automne 1792, le département de la Drôme est confronté à d'importants troubles ruraux. Depuis le printemps 1792, le Midi de la France sont le théâtre de cycles insurrectionnels mêlant étroitement revendications sociopolitiques et contestations politiques. Les attaques contre les châteaux que vous voyez sur la carte
et les partages forcés de communaux s'intensifient à la fin de l'été 1792, affectant désormais tous les districts de la Drôme. Ces mouvements populaires sont violemment dénoncés par Claude-François Payen dans une longue adresse intitulée « Aux citoyens réunis en société populaire » qu'il rédige en novembre 1792. Cette adresse est particulièrement intéressante à analyser. Elle constitue avant tout une diatribe, une très longue diatribe, dans laquelle Payen fustige, je le cite, « l'anarchie et les hommes qui osent prêcher l'insurrection contre les lois et contre la République naissante. » Plus qu'une forme d'opportunisme politique, matinée de défense d'intérêts de classe, comme l'a jadis affirmé Robert Schnerb, Payen mobilise en réalité des thèmes et des mots d'ordre qui circulent dans tout le pays, notamment parmi les milieux les plus modérés, et auxquels les citoyens sont invités à se rallier pour construire l'unité politique nationale. Cette dernière exige une réelle conversion, et Payen est très clair là-dessus, il dit « Vous croyez être républicain parce qu'on a décrété la République ». Cette conversion implique une totale soumission aux lois et l'assimilation d'un faisceau de valeurs qui vise à garantir la viabilité du nouveau régime politique. Il dit « Chassez de vos âmes la barbarie, l'ambition, l'amour des voluptés, l'avarice, appelez-y l'humanité, la modération, la sobriété, le mépris des richesses, et alors, seulement alors, vous pourrez vous décorer du titre sublime de républicain. » Vertu, abnégation, modération, autant en fait de qualités valorisées par les penseurs républicains classiques qui ont nourri les réflexions de toute une génération formée dans les collèges du XVIIIe siècle. En outre, Payen va beaucoup plus loin, car pour délégitimer les mouvements populaires drômois, Payen les amalgame avec les massacres de septembre, balayés avec horreur. Qu'elle fut affreuse, qu'elle fut horrible cette journée du 2 septembre où ma main se refuse à rougir le papier de ces scènes atroces. Sur ce point, Payen adopte une posture très proche de certains conventionnels, notamment de futurs Girondins, qui, après avoir passé sous silence ou plus ou moins justifié les massacres de septembre au nom de la sauvegarde de la Révolution, les dénoncent lorsque la menace de l'invasion étrangère se dissipe. L'adresse est intéressante car elle ne cache pas ses sympathies girondines en invoquant très clairement en invitant les Drômois à suivre les principes défendus par leurs vrais amis, c'est-à-dire les Roland, les Brissot, les Gadet, les Vergniaud. À l'automne 1792, les Payens, comme une partie de l'opinion publique provinciale, restent attachés à des individus qui se sont fortement mobilisés contre la trahison du pouvoir exécutif et se retrouvent dans le projet républicain qu'ils défendent. Reste que les Payens se détachent rapidement de ces députés entre la fin de l'année 1792 et le début du premier semestre 1793. En effet, la fin de l'année 1792 constitue une nouvelle charnière dans la pensée politique des deux frères. Les intenses débats de l'automne 1792, inhérents au procès du roi, provoquent un séisme politique qui contribue à faire bouger sensiblement les lignes, tant à la Convention que dans les départements. Convaincus de la trahison de l'ex-monarque, les frères Payen se mobilisent très tôt pour un châtiment exemplaire. Dès novembre 1792, sous l'impulsion de Joseph-François Payen, l'administration du département de la Drôme fait réimprimer 1000 exemplaires de la défense du peuple anglais sur le jugement et la condamnation de Charles Ier d'Angleterre, l'ouvrage majeur de Milton qui justifie le régicide de 1649. Et Raymond Monnier a montré que c'était, dans le cas de la Drôme, le seul département à avoir pris une mesure aussi symbolique. Dès lors, selon une certaine rhétorique politique partagée par de nombreux acteurs politiques, les frères Payen conditionnent le sort de l'ex-roi à la survie, sinon l'existence même de la République. Payen écrit « Louis doit périr sur le glaive des lois, c'est l'unique moyen de déjouer toutes les manœuvres, tous les complots que l'on multiplie pour ébranler le gouvernement républicain ». Dans La vérité au peuple, le journal que Claude-François Payen a fondé avec son collègue de la Drôme Alexandre Romieux, il plaide au début du mois de janvier 1793 pour la condamnation à mort de l'ex-roi. Louis est coupable, il faut qu'il périsse, l'égalité le veut, la justice le commande et la politique en fait une loi. Ce positionnement est en réalité concomitant au ralliement montagnard en décembre 1792 d'une partie des conventionnels drômois tels que Boissé et surtout Marc-Antoine Julien, incubateur politique, pour reprendre la très belle phrase de Virginie Martin dans le dernier numéro des AHRF, qui sont tous deux liés aux Payen. L'adhésion d'une partie de la députation drômoise au projet républicain montagnard, pour le dire vite, semble entraîner avec elle, ou accélérer le processus dans le cas des Payen, la conversion d'une partie des acteurs politiques provinciaux. Le procès du roi révèle l'importance de la fracture au sein de la classe politique drômoise. Seuls 3 députés
Ceux dont les païens sont les plus proches, sur 9, votent la mort du roi, tandis que les frères païens et certains de leurs collègues de l'administration départementale, rompant avec les Girondins, s'affichent parmi les républicains les plus avancés du département de la Drôme. Aux yeux des païens, les Girondins se sont notamment discrédités par leur prise de position lors du procès du roi. Le reniement politique est total, comme l'atteste une lettre écrite par Claude François au conventionnel Marc-Antoine Julien au cours du printemps 1793. « Je donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour que la Convention soit unie, mais tant qu'il y aura deux partis, j'embrasserai celui que détestent les aristos et je vomirai avec horreur les brissotins. » Entre l'été 1793 et l'été 1794, les frères païens se heurtent à différents projets politiques concurrentiels tels que le fédéralisme ou l'hébertisme qui contribuent à redéfinir et à infléchir, parfois au prix de nouveaux reniements, le modèle républicain qu'ils défendent. La crise fédéraliste parachève la conversion montagnarde des deux frères païens. Alors que les départements méridionaux tels que les Bouches-du-Rhône, le Rhône-et-Loire ou le Gard souscrivent à la révolte, la Drôme, au même titre que l'Ardèche ou l'Isère, se montre beaucoup plus hésitante. Une partie de l'administration de la Drôme, appuyée par le district et la municipalité de Valence, tente d'inscrire le département dans la révolte. En minorité au sein du conseil départemental, mais soutenu par un important réseau de sociétés politiques, les païens animent la résistance contre le fédéralisme. Comme pour de nombreux opposants au fédéralisme, cette résistance acharnée des frères païens est motivée par leur attachement à l'unité et à l'indivisibilité de la République, mais également en la confiance qu'ils placent dans l'œuvre accomplie par les montagnards qui, je cite Joseph François, ont envoyé le traître Capet à l'échafaud et constamment défendu le droit des peuples. Ces idées sont développées dans la très virulente profession de foi montagnarde, rédigée par Claude François Païen et adressée aux sans-culottes des campagnes des départements méridionaux. Dans cette adresse de 15 pages, Païen met en scène un sans-culotte rural, je cite, déchargé d'une dîme odieuse et des droits seigneuriaux usurpés, livrant son avis sur les événements parisiens et sur le soulèvement d'une partie du Midi. Après avoir listé les principaux griefs reprochés aux députés renversés, comme le refus pour certains d'avoir voté la mort de Louis XVI, Païen justifie et légitime le coup de force parisien. La seconde partie de la brochure cherche à convaincre les indécis, tout en diabolisant les insurgés, dépeints sous les traits les plus sombres et en fustigeant les riches et les profiteurs. Je le cite encore, « Le riche n'aime guère le pauvre, et si la Convention favorise le pauvre par ses décrets, il est tout simple que les habitants des grandes villes calomnient la Convention et veulent détruire Paris. Si la rhétorique de la lutte contre l'égoïsme des riches se comprend au regard du public ciblé par l'adresse, il n'en reste pas moins que c'est la première fois que les païens se réapproprient des mots d'ordre et concepts politiques dénonçant le parti pris social supposé des Girondins en faveur des riches qui circulent dans les milieux montagnards ou encore cordeliers. Bien qu'il soit impossible de préciser quelles furent les réceptions de cette brochure au sein du département et des territoires limitrophes, cette adresse constitue un élément essentiel de la communication politique des partisans de la montagne. Au terme d'une mobilisation totale de leur réseau et d'une lutte fratricide fracturant bien des alliances nouées tout au long de la Révolution, les païens parviennent, comme Michel nous l'a rappelé tout à l'heure, à maintenir le département de la Drôme dans la fidélité à la Convention nationale et à empêcher la jonction des rebelles gardois et marseillais avec les fédéralistes lyonnais. Afin de porter un dernier coup au fédéralisme, la Société républicaine de Valence organise la tenue d'un nouveau congrès de clubs méridionaux à Valence du 7 au 9 septembre 1793. L'organisation de ce congrès est en réalité pilotée par Claude François Païen, depuis Paris où il s'est installé en août et où il a rencontré le Marseillais Izoard. Izoard a fui Marseille lors de la crise fédéraliste. Il se réfugie lui aussi à Paris et il s'est lié avec le club des Cordeliers et plus particulièrement avec Hébert et Vincent. Claude François et Izoard partagent la même expérience des courses civiques en 1792, une aversion commune pour le fédéralisme, et nourrissent les mêmes attentes des congrès des sociétés politiques. Anne-Marie Duport a montré combien le congrès de Valence infléchit son programme politique de départ en réclamant, en sus de la lutte contre le fédéralisme, des revendications politiques et sociales extrêmement avancées, telles que la mise en place d'un maximum sur les prix des grains à une période où la Convention elle-même y est encore très réticente, mais également le jugement immédiat de l'ex-reine, celui des députés proscrits le 2 juin, ou le renforcement du pouvoir et de l'autorité des sociétés politiques notamment. Ce qui est intéressant, c'est que cette adresse
est coécrite par Joseph-François Payan et Izoard et présentée par Claude François à la Convention le 19 septembre. Et cette adresse reprend en réalité de nombreuses revendications et mots d'ordre déjà exprimés par les dirigeants cordeliers, notamment lors du fameux discours d'Hébert aux Jacobins le 21 août 1793, et qui ont été réaffirmés avec vigueur lors des journées des 4 et 5 septembre 1793. Toutefois, ce flirt avec les hébertistes est relativement éphémère, puisque 2 mois plus tard, les Payan se désolidarisent totalement du fédéralisme jacobin, pour reprendre Fréron, dont ils condamnent les dérives et l'intransigeance des revendications politiques et sociales exprimées lors du nouveau congrès qui se tient à Marseille du 3 octobre au 21 novembre. Claude Payan écrit « Il faut que les sociétés politiques se tiennent dans les bornes prescrites ». C'est toutefois dans la presse, plus particulièrement dans l'Antifédéraliste, journal que Claude François co-dirige avec Marc-Antoine Julien Fils et Fourcade. C'est dans ce journal donc que Claude François se montre le plus virulent en torpillant les velléités des sociétés politiques aspirant à une réelle démocratie directe. Est-il nécessaire que des lois soient sollicitées pour tous pour être exécutées par tous ? Quand on sait combien les congrès des sociétés politiques ont été un élément essentiel dans la stratégie de reconquête et d'affirmation politique des Payans, on a ici un véritable reniement. Ce reniement, donc, ou revirement, s'explique en fait par le rapprochement de Claude François avec des députés montagnards tels que Fréron, Albitte ou Robespierre, qui, en s'attaquant aux comités centraux en province, entendent court-circuiter de dangereux contre-pouvoirs à une période où la lutte entre certains montagnards et les hébertistes s'intensifie. L'influence des montagnards est décisive dans l'évolution politique du cadet des Payans, qui le confesse dans une lettre très intéressante qu'il écrit à son frère. « Robespierre et Barrère m'ont parlé plusieurs fois et m'ont engagé à faire l'article que vous avez vu. » La nouvelle volte-face de Claude-François Payan entraîne également, par le jeu des circulations, le revirement de son frère et de ses plus proches alliés drômois. Ainsi, lorsque Joseph-François est député par la Société politique de Valence pour présider le congrès qui se tient les 20 et 21 Brumaire en 2 à Paul-les-Fontaines, le fief de la famille Payan, le ton n'est sensiblement plus le même qu'à Valence. Montagnards convaincus, les Payans sont désormais des acteurs majeurs dans le conflit qui oppose une partie du comité de salut public aux hébertistes. Et justement, en pleine crise hébertiste, l'antifédéraliste devient l'un des principaux organes du comité de salut public et un relais essentiel de l'idéologie montagnarde, si tant est qu'il en existe une, unie. Sous la plume des journalistes, le gouvernement révolutionnaire est magnifié, tandis que les membres du comité de salut public, incarnation d'un républicanisme presque fantasmé, sont idéalisés à travers une galerie de portraits très éloquente. Ainsi, Billaud Varenne, l'un des plus proches de Claude-François Payan, est dépeint en des termes des plus dithyrambiques. Étranger à l'intrigue, insensible à l'intérêt personnel, indifférent aux considérations particulières, plus jaloux d'être vertueux que de le paraître. En un mot, c'est l'homme d'une république, capable de tout entreprendre pour la liberté et de tout sacrifier sur ses autels. Le modèle du républicain idéal, pétri de références antiques ou plus contemporaines, se construit par opposition au profil des députés de la Plaine, tels que Ferraud, épinglé avec une ironie mordante. Ferraud, le crapaud sorti du marais, tel que l'appelle Payan. Ferraud se couche de bonne heure et se lève tard, parce que ses meilleures idées lui viennent la nuit. Il signe les arrêtés sans les lire, parce qu'il veut ménager un temps précieux. Ce portrait peu flatteur vise à fustiger le comportement de conventionnels dont l'action est jugée peu conforme à l'esprit républicain, du moins tel que se le représentent certains montagnards, pour qui l'engagement politique passe par un réel sacrifice de sa personne, pouvant aller bien sûr jusqu'au martyre. En outre, dans l'antifédéraliste, Payan relaie également les conceptions politiques élaborées par certains membres du comité de salut public et il vante au lecteur même, le projet politique que tentent de réaliser certains montagnards, c'est-à-dire celui d'une république vertueuse, du juste milieu, qui, je le cite, vogue entre 2 écueils, le modérantisme et l'excès. Le modérantisme est à la modération ce que l'impuissance est à la chasteté, et l'excès ressemble à l'énergie comme l'hydropuisie à la santé. Lorsque le journal cesse de paraître, à la veille de la liquidation des hébertistes, les Payans se sont totalement approprié le projet républicain défendu par certains montagnards qui gravitent autour des 2 comités de gouvernement et plus particulièrement de Robespierre. C'est d'ailleurs en partisan convaincu que les 2 frères s'engagent le 9 Thermidor en faveur de Robespierre et des autres conventionnels proscrits. Remplaçant Chaumette au poste d'agent national de la Commune de Paris, après les purges conduites contre les hébertistes, Claude François anime avec le maire Fleuriot-Lescaut une résistance acharnée au sein de l'hôtel de ville pour libérer donc Robespierre et tenir tête à la Convention qu'ils ne reconnaissent plus. Joseph François
réfugié dans ses bureaux au Petit Luxembourg, se montre plus prudent et parvient à s'enfuir. Capturé lors de la prise de l'hôtel de ville, Claude François partage le même sort que Robespierre, le dit Thermidor en deux. Alors, pour conclure très rapidement, que retenir finalement de ce cas Payan ? En plaçant la focale sur cette famille, la perspective micro-analytique rappelle combien les itinéraires politiques des individus sont loin d'être linéaires et combien la politisation montagnarde en particulier échappe à toute lecture téléologique. Les nombreuses et brusques accélérations du temps politique vécu, les circulations sans précédent d'idées ou de projets politiques, parfois concurrentiels, ainsi que les intenses mobilités humaines rapprochant le local et le national, remodèlent à plusieurs reprises la pensée politique des frères Payan entre 1792 et 1794. Il en résulte un positionnement politique et idéologique d'une très grande plasticité, comme tu le rappelais tout à l'heure, façonné par les luttes partisanes, les reniements et les volte-face, au gré d'un républicanisme flottant, tâtonnant, évolutif, conjuguant engagement personnel, rencontres décisives et influence intellectuelle. Ainsi, au soir du dit Thermidor, lorsque Claude François Payan accompagne Robespierre sur l'échafaud à tout juste 28 ans, sa mort conclut autant un itinéraire politique tortueux qu'elle confirme, de manière certes tragique, sa conversion au projet républicain porté par certains montagnards et partant, par le sacrifice de sa personne, concrétise l'ultime dévouement à la chose publique auquel tout républicain doit idéalement pouvoir consentir. Et les murs de cette salle sont là pour nous le rappeler. Je vous remercie. Merci Nicolas pour cette communication, le parfait respect du temps, et puis cette conclusion un peu émouvante qui nous rappelle aussi, bien sûr, ce que furent les risques de l'engagement républicain. Alors je vais donner la parole à la salle, si vous voulez bien poser des questions. François Castana, allez-y. Ah, il marche plus ? Ah, d'accord. Il y a une question, en fait, une curiosité qui s'adresse à Nicolas Soulas. Vous avez évoqué le Propulo Anglicano Defensio de Milton, qui a été en fait traduit par Salaville et Mirabeau dès 89, et c'est ce texte-là qu'en fait avait salué Desmoulins et Brissot en 89, et qui est republié donc par les frères Payan. Et j'aimerais savoir en fait si vous avez d'autres éléments, comment ils décident en quelque sorte de republier ce texte qui est déjà traduit en fait dès 89 en français, en changeant le titre, puisque Mirabeau et Salaville l'avaient intitulé Théorie de la royauté d'après la doctrine de Milton, en insistant justement sur ces principes de liberté, et notamment la souveraineté du peuple qu'avait développé Milton, mais en expliquant aussi dans l'introduction que la République telle que l'avaient installée les Anglais n'était sans doute pas la voie à suivre pour la France. Et Salaville, d'ailleurs, va répondre à cette publication des frères Payan, du coup, en essayant de nuancer un peu les choses. Merci pour cette question. Je vais vous décevoir. Non, en fait, on ne sait pas grand-chose. On a une trace au Conseil du département. Ils arrivent à faire voter. Je pense que ce sont eux, mais ils ne sont pas les seuls à vouloir cette réimpression. Ils nous obtiennent une petite subvention du Conseil général aujourd'hui pour réimprimer, donc l'ouvrage de Milton. Ils vont passer par l'imprimeur de Valence qui est Marc Aurel, je ne sais plus si c'est Marc Aurel, ce serait drôle, mais non, peut-être pas, mais en tout cas c'est Aurel, qui est un vrai républicain comme eux. Voilà, ils vont essayer de le diffuser, mais on n'en sait pas plus en fait. Voilà, je suis désolé de vous décevoir. Oui, je voudrais juste que le suspense torride cesse. Le fameux citoyen de 64 ans a-t-il été libéré ?
alors qu'il s'est ouvertement quand même moqué de la République, et jusque dans sa lettre. Je veux dire, ça me paraît une évidence. Ce n'est pas une lettre d'excuse, c'est une lettre qui est en forme de pied de nez supplémentaire. Ou alors j'espère qu'ils l'ont gardé en il aime vraiment les animaux, peut-être. Non, en fait, alors, pour avoir enquêté un peu sur ce personnage, donc il se faisait appeler Grande Barbe. En fait, c'est les enfants du quartier qui l'appelaient Grande Barbe parce que sa barbe touchait le sol. Et qui est donc le dernier d'une vieille famille noble très pauvre qui s'éteint avec lui. Il y a encore un domaine près de Nancy, à Vendôme, qui s'appelle le domaine du Reclus, qui est la suite de cette famille. Il a réussi entre 1770 et 1793, à ce que j'ai pu voir dans les archives plus anciennes, à être présent ou être accusé dans 36 affaires de litige immobilier. Il était réputé pour être très avare. Et du coup, au moment de fabriquer une liste de suspects en avril 93, ce n'est pas les 2 députés de la Convention qui l'ont faite, ce sont des notables nancéens. Il se trouve qu'il n'avait aucun ami, et comme il le dit, ça c'est vrai, hein, sa pétition est juste là-dessus. Et du coup, il a été... par ailleurs, il a vraiment écrit en faveur de la Révolution depuis le début de la Révolution. Donc je pense que sa détention n'est pas due forcément à son parcours politique, mais plutôt à ses affaires de justice et d'arnaque immobilière. Il est mort vers 1810. Et il y a un historiophile du début du 19e siècle à Nancy qui avait promis dans un petit écrit de faire sa biographie, parce que c'était vraiment un personnage très, très remarquable. Il ne l'a jamais fait, il est mort avant, mais je lui en veux beaucoup à cet historiophile, parce qu'apparemment il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, cette pétition ne sert absolument à rien, il n'est pas libéré. Il sera libéré en octobre 93, donc quelques mois plus tard, en donnant quelques menus argent liquide à un sans-culotte président du comité de surveillance à ce moment-là, qui sera lui aussi jugé plus tard pour ça. Mais il utilise quand même des arguments républicains. Simplement, trouve-t-on cette pétition sur le net et comment s'appelle-t-il ? Alors je crois l'avoir dit, il s'appelle Louis Sirgeant du Reclus. Sirgeant, je l'avais écrit, Sirgeant c'est une vieille famille lorraine. Si vous tapez Sirgeant du Reclus, il a un cousin qui a fait carrière comme avocat jusque sous l'Empire. Donc du Reclus, c'est que lui. Les autres Sirgeants ont tous un autre nom de domaine. Sa pétition n'est pas sur le net, elle est aux Archives nationales, D3 FIC 1 Meurthe, 57 Meurthe. On sent le familier. Mais je l'ai lu en intégralité. Il n'y aura rien d'autre. Clément, j'ai encore une question pour toi. J'aurais aimé savoir si à Nancy tu as vu un mouvement pétitionnaire de la part de la communauté juive. Alors, un mouvement, c'est grandir, mais oui, j'ai quelques... En fait, en Lorraine, il y a une histoire particulière de la communauté juive qui a en Lorraine ducale. Il y a 2 Lorraines. Il y a la Lorraine évêchoise à Metz, où il y a une grosse communauté juive dès le XVe siècle. Et il y a la Lorraine ducale, dont fait partie Nancy, qui était un État indépendant jusqu'en 1766, et où, malgré les efforts des différents ducs de Lorraine, notamment Léopold Ier et Stanislas de Pologne, qui ont voulu intégrer des familles juives au duché, ça a produit des révoltes populaires très violentes. Les juifs étaient rejetés par la population. Et il y a un particularisme antisémite, si je peux dire ça comme ça, même en 93, c'est-à-dire que les sans-culottes de Nancy, pourtant affiliés à Marat puis Hébert, écrivent à la Convention pour demander qu'on retire les droits civiques aux juifs. Ce qui, en 93, est très mal vu. Et donc, la Convention fait une réponse assez brutale en disant que voilà, ils étaient hors de propos, que ça ne se faisait pas. Mais par contre, on a une grosse famille juive qui est implantée par le duc Léopold, qui fait des essais d'implantation de famille, qui s'appelle les Bers. C'est une famille qui vient de Metz, qui est assez riche, qui possède un petit quartier dans la ville, et qui, au moment de la Révolution... ne pétitionne pas trop, mais fait énormément de dons, d'argent, de choses en nature pour le bien de la République, pour faire avancer la République, etc. Cette famille a un descendant au XXe siècle qui est un grand historien de la Révolution française, c'est Jacques Godechaux, qui a commencé ses premiers travaux sur les familles juives à Nancy pendant la Révolution. Voilà, c'est ce que je peux dire.
Merci. J'ai une question pour Clément Dinac. Est-ce que vous avez trouvé dans votre corpus de pétitions beaucoup de références aux événements révolutionnaires, beaucoup de reconstruction historique des événements révolutionnaires? Et si votre réponse est oui, je vous demande si on peut parler, à propos de ces pétitions et de leur moyen de reconstruire l'histoire de la Révolution, d'une sorte d'écriture de l'histoire de la Révolution en temps réel et par les bas. Et on peut dire, entre guillemets, une sorte de micro-historiographie de la Révolution française engagée. Merci. Alors, j'ai pas pu finir l'étude au complet là-dessus, j'avais réfléchi à ça. Les pétitionnaires qui mobilisent des événements très précis de la Révolution, alors j'ai montré un petit exemple avec la personne qui dit que le 10 août aurait dû survenir le 21 juin 91, sont souvent des gens lettrés, des avocats, des gens de lettres. Alors, c'est une hypothèse que j'aimais, j'ai pas pu vérifier sur tous les cas. Sirjean, pareil, il dit « je suis pas Dumouriez, mais Sirjean ». Il lit les journaux, clairement, hein. Après, dans les pétitions des classes les plus populaires, je retrouve assez peu de références à ça. On parle vraiment plus de la guerre, on fait référence à la crainte. On a en souvenir, en fait, en Lorraine, le XVIIe siècle, et la guerre de 30 ans, qui a fait 80% de morts, en fait, dans le duché, qui résulte d'une guerre entre la France et les États allemands, enfin les princes allemands. Du coup, il y a beaucoup de références à ça. Ensuite, l'événement qui revient le plus souvent, et c'est logique, c'est le massacre du 31 août 1790, donc ce qu'on appelle l'affaire de Nancy, qui est souvent résumée à une mutinerie militaire, mais qui est bien plus que ça, qui est une vraie insurrection populaire qui dure 6 mois et qui aboutit par le massacre ordonné par le marquis de Bouillé. Enfin, le massacre, c'est surtout des militaires qui sont morts ce jour-là, mais on compte quand même une 50aine de civils tués et une 20aine blessés. Et la population de Nancy est clairement impliquée dans cette affaire. Même Sirjean, qui est un descendant de noble, il est mis en cause en 90 pour avoir tiré depuis sa fenêtre sur les soldats de Bouillé, par exemple. C'est un gros. Cet événement-là, alors je ne sais pas s'il est réécrit ou si, au contraire, les pétitions, surtout les pétitions populaires, nous renseignent différemment sur un événement dont les historiens en général retiennent la version de Paris, avec une contre-version qui est proposée par Marat, qui est très intéressante, mais qui connaît aussi quelques légères déviations par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Je pense que c'est surtout sur un événement local. Après, c'est la guerre. La guerre est l'événement qui revient tout le temps, et les batailles, donc Fleurus, Gemap, etc., reviennent dans les pétitions. Oui, Mathieu Ferradou, j'ai une question pour Jean-Charles. J'ai été très intéressé par le paradoxe constitutif autour des catéchismes. C'est-à-dire ce que soulignait Ferdinand Buisson, comment est-ce qu'on fait pour apprendre, pour fonder une république, pour faire apprendre par cœur une république, alors que la république doit être saisie par les citoyens. Et ça m'a fait penser au rapport de Condorcet sur l'instruction, dans lequel il dit que les droits et la Constitution ne doivent pas être adorés comme les tables de la loi, quelque chose comme ça, je cite mal donc de mémoire. Et donc, en fait, ça rejoint, en fait, je trouve, un peu Saint-Just qui dit qu'il faut établir des mœurs républicaines. Donc, en fait, comment on fait pour fonder une république sans républicains, sans l'imposer d'en haut? Voilà. C'est ma question. Est-ce qu'on a réfléchi à ça pendant la Révolution pour essayer de dépasser cette aporie? Merci. Alors, effectivement, comme tu viens de le dire, il y a une forme d'aporie pédagogique entre l'idée donc de reprendre un héritage qui vient donc des deux réformes qui consistaient donc à diffuser un dogme en s'appuyant sur un apprentissage par cœur, et l'idée de former donc des citoyens éclairés. En fait, il me semble que le détour par l'élémentation, justement, par l'idée qu'on va considérer donc la morale comme une science, et donc qu'on peut ensuite vulgariser et donc élémenter, vulgariser et réduire en un certain nombre de notions aisément transmissibles, c'est peut-être une façon justement de tourner autour de ce paradoxe, de cette aporie. C'est-à-dire que finalement, si on considère que la mise en question-réponse
n'est qu'une technique pédagogique qui consiste à décomposer des savoirs de la façon la plus primaire possible, élémentaire possible, eh bien, certes, on va passer par un apprentissage par cœur, mais cet apprentissage doit ensuite déboucher sur une intégration de ces notions. Et finalement, on retrouve des questionnements contemporains sur la notion de transposition didactique. En fait, l'enjeu, c'est de savoir comment on passe d'un savoir savant à un savoir scolaire, et donc éventuellement un savoir qui peut ensuite être intégré. Et la scolarisation de ces savoirs, de ces connaissances morales, républicaines, civiques, peut passer par ce mode de transmission qui est la succession de questions-réponses, à condition d'élaborer un discours qui ne soit pas dogmatique. Donc en gros, c'est comment catéchiser ce qui n'est pas une doxa.